Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique des secrets de l'alimentation. Je suis le docteur Catherine Lacrenière et j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de la nutrition de votre peau. Une peau qui en ce moment subit à la fois le froid, le stress et la pollution si vous êtes en ville. Une peau qu'on aimerait parfaite, sans acné ni rougeur, une peau qu'on aimerait voir vieillir le moins possible ou en tout cas le plus lentement possible. Et vous allez découvrir aujourd'hui que le bien-être de votre peau débute dans votre assiette. Alors vous l'avez remarqué, quand il fait froid, votre peau se dessèche, elle vous tiraille. Savez-vous qu'elle fait entre 1,5 et 2 mètres carrés, une surface qui est directement exposée au changement de température. Mais heureusement, votre peau est protégée. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est recouverte d'un film dit hydrolipidique, composé, comme on le comprend, par de l'eau et du gras, un film protecteur qui lui permet de s'opposer aux agressions et de garder une hydratation suffisante, c'est-à-dire une souplesse de l'épiderme. Alors ce film hydrolipidique, eh bien, il est en constant renouvellement. Or, si l'hiver nous avons moins soif et que nous buvons moins, eh bien ce film peut se déshydrater. Et ce n'est pas tout, parce que le froid fait que les glandes sébacées qui fabriquent le sébum, donc le gras, travaillent moins l'hiver. Alors, résultat, ce film hydrolipidique ne joue plus son rôle de barrière protectrice. Il faut donc nourrir votre peau aussi bien de l'extérieur avec des crèmes protectrices que de l'intérieur avec nos deux premiers ingrédients, c'est-à-dire l'eau et le gras. L'eau, il faut boire au moins 1 litre et demi par jour, car seule l'eau permet une vraie hydratation. Évitez bien sûr tout ce qui est soda et jus de fruits sucrés. Quant au gras, on va veiller au bon équilibre entre les deux familles d'acides gras essentiels, des acides gras qu'on ne sait pas fabriquer, les oméga 6 et les oméga 3. Aujourd'hui, pourtant, dans l'alimentation des Français, on a beaucoup plus tendance à prendre des oméga 6. Alors, ça reste très scientifique, mais il faut savoir une chose, c'est que ces oméga 6, pour la plupart, ont une tendance inflammatoire. C'est juste le contraire de ce qu'on recherche. On va essayer de favoriser les autres, les acides gras oméga 3, anti-inflammatoires, pour rééquilibrer la balance entre ces deux acides gras. Et comment? Eh bien, en consommant des poissons gras de début de chaîne, comme les sardines, le hareng, et les maquereaux. Et vous l'avez noté, récemment, le thon, qui fait partie de ces espèces qu'on appelle bioaccumulatrices, et son mercure ont fait la une des médias. Alors, pas vraiment souhaitable pour la santé en règle générale. Pensez aussi aux oléagineux, les noix et apparentés, mais aussi aux huiles comme l'huile de colza, l'huile de lin ou aux graines, comme les graines de lin ou de chia. D'ailleurs, si vous présentez une maladie inflammatoire chronique, comme le psoriasis, la dermatite atopique ou simplement en cas d'acné, eh bien, votre dermatologue pourrait vous proposer une complémentation orale en oméga 3. C'est en tout cas ce que propose une étude qui est parue en 2020 et qui a compilé quand même le résultat de 38 études de recherche et qui démontre les effets bénéfiques de la supplémentation orale en oméga 3, une supplémentation qui d'ailleurs pourrait avoir une petite action sur la prévention du vieillissement. Je vais vous parler d'un autre acide gras. Alors juste le contraire de ce que je viens de dire, celui-ci s'appelle l'acide gamma-linolénique. Eh bien, c'est un acide gras de la famille des oméga 6. Et pour une fois, celui-ci n'est pas inflammatoire. Au contraire, il améliore la souplesse et l'hydratation de la peau. On le trouve où? Eh bien, dans les noix et les légumes à feuilles vertes foncées, comme le chou ou les épinards. Faut-il se supplémenter en acide gamma-linolénique? Bien, les études ont constaté qu'en effet, certaines huiles, comme l'huile de bourrache et l'huile de nacre, qui en contiennent, améliorent l'hydratation de la peau, sa fermeté, son élasticité et pourraient même lutter contre les rougeurs, à condition seulement qu'on les prenne au moins 3 mois, c'est-à-dire une durée qui est quand même longue, et à des doses importantes, soit plus de 2 grammes d'huile de bourrache par jour, par exemple. Alors, le film hydrolipidique n'est pas notre seule barrière de protection de la peau. Il y en a un autre, car comme beaucoup d'organes, et on ne le sait pas forcément, la peau possède un microbiote, c'est-à-dire une flore qui est constituée de milliards de micro-organismes qui la protègent et qui l'équilibrent et qui l'aident à lutter contre d'autres bactéries qu'on appelle
pathogènes, des bactéries qui, cette fois-ci, ne vous veulent pas du bien. Alors ce microbiote cutané, eh bien, il est en rapport avec un autre microbiote que vous connaissez mieux, celui de l'intestin. Et en effet, il existe un axe peau-intestin. Et les déséquilibres du microbiote intestinal, qu'on appelle la dysbiose, favorisent les maladies inflammatoires chroniques de la peau comme le psoriasis. C'est pourquoi il est essentiel d'équilibrer tous vos microbiotes. Pour ce faire, eh bien, vous allez consommer des probiotiques. Les probiotiques, ce sont des bactéries qui sont bénéfiques et qui sont naturellement présentes dans le kéfir ou le chou cuit, de la choucroute, les graines germées ou encore le miso. Vous allez les associer avec des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des fibres qui, à leur tour, nourrissent les probiotiques. Et on les trouve, ces fibres, dans les artichauts, dans les poireaux, dans l'ail, dans l'oignon. Elles existent également dans les bananes, les pommes, ainsi que dans les céréales complètes, comme l'orge et l'avoine. Et il faut aussi penser à la chicorée, dont la racine en regorge. Alors, on va évoquer maintenant la structure de votre peau. Finalement, on peut la comparer à un mur solide après sa construction et puis qui va s'effriter avec le temps. Oui, je sais, je suis désolée, c'est pas très glamour, mais assez parlant puisque à partir de l'âge de 35 ans, on diminue la fabrication d'une protéine qui s'appelle le collagène et qui permet le soutien du derme. Alors, comment faire pour booster la fabrication de ce collagène? D'abord, les aliments qui en apportent directement sont rares. Et en plus, le collagène va être digéré au niveau de la barrière intestinale. Et une fois qu'il sera dans l'organisme, il ne sera pas forcément reconstitué en collagène. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous nourrir toute la journée de bouillon d'os de viande et de gélatine. On va vous conseiller plutôt de consommer les acides aminés, c'est-à-dire ces petits nutriments qui nous permettent de fabriquer les protéines. Comment? Eh bien, vous allez manger des viandes et des poissons, des œufs, mais aussi des protéines végétales. Alors, vous allez mettre au menu des légumineuses, le soja ou des oléagineux. D'ailleurs, je voudrais faire un petit point important sur le soja, parce que le soja contient ce qu'on appelle des isoflavones, qui sont des substances végétales similaires aux oestrogènes. Alors certes, elles luttent contre le vieillissement cutané, mais elles sont contre-indiquées chez les femmes qui ont eu des antécédents de cancer du sein, à qui on déconseille complètement la consommation de compléments alimentaires à base de soja. Alors n'hésitez pas à demander un conseil à votre médecin. Booster son collagène, c'est également consommer des aliments qui contiennent de la vitamine C, car elle aide à la fabrication du collagène, du zinc qu'on trouve dans les produits de la mer, également indispensable à la formation du collagène, et sans oublier la vitamine E antioxydante qui s'oppose à la destruction de ce collagène par les radicaux libres. Et puis, vous savez, en nutrition, il y a toujours une polémique. Aujourd'hui, porte sur l'intérêt de la complémentation en collagène, en poudre ou en gélule. Est-ce qu'il faut prendre du collagène en complément pour ne pas vieillir? Eh bien, si on lit Que choisir, les études n'auraient pas été faites dans de bonnes conditions de recherche. Et comme je l'ai déjà évoqué, le collagène est dégradé en acides aminés et pas forcément reconstruit en collagène. Pourtant, et voilà où est la polémique, si on regarde ce qu'en dit la littérature internationale, comme dans cette méta-analyse qui est parue en 2021 et qui a étudié 19 études sur un total de plus de 1100 personnes, eh bien, si on utilise du collagène hydrolysé, c'est le nom de sa forme chimique, d'origine marine, et à forte dose, c'est-à-dire 10 ou 12 grammes pendant 3 mois, il existerait un bénéfice sur la peau, une meilleure hydratation et une plus importante élasticité. Et même un petit effet modéré sur le vieillissement. Malheureusement, je le dis bien, il s'agit d'un effet modéré et transitoire, puisqu'il ne persiste qu'un mois après l'arrêt de la complémentation. Là encore, n'hésitez pas à demander à votre dermatologue. Alors après les protéines et les graisses, voilà le tour des glucides et des sucres. C'est simple, hein. La consommation excessive et répétée de sucre, que ce soit sous forme de sucreries ou de sucre caché dans les produits transformés du commerce, eh bien c'est l'ennemi de votre peau. Il y a deux processus qui aboutissent à un vieillissement accéléré de la peau. D'abord, l'excès de consommation de sucre perturbe l'action d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui gère l'équilibre de la glycémie.
responsable d'une inflammation chronique et de la production excessive de ces petits radicaux libres. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif et c'est cause de vieillissement accéléré des cellules cutanées. Alors, c'est pas tout, hein, parce qu'il y a une réaction chimique qu'on appelle la réaction de Maillard, qui a lieu entre les sucres et les protéines de la peau, comme le collagène. Le sucre, en quelque sorte, caramélise les protéines. On appelle cela la glycation. Et la peau perd son élasticité et sa souplesse et des ridules se forment. Donc, pour prévenir ce vieillissement, choisissez bien vos glucides, qui restent le premier carburant du corps. Dit douceur, oui, mais avec modération. D'ailleurs, restons dans les douceurs et parlons du chocolat. Ces derniers temps, vous avez vu fleurir des crèmes de soins anti-âge à la théobromine. Et cette théobromine, elle est contenue, entre autres, dans les fèves de chocolat, plutôt dans les fèves de cacao. Parmi ces effets, il y a une vasodilatation, c'est-à-dire qu'elle permet d'apporter plus d'oxygène aux cellules de la peau et qu'elle vous donne un joli teint. Par ailleurs, avec le beurre de cacao, ces crèmes sont grasses et nourrissent la peau. Mais qu'en est-il du chocolat en tant qu'aliment? Eh bien, s'il est noir, très riche en poudre de cacao et consommé avec modération, il peut avoir des propriétés anti-âge. Il contient beaucoup de molécules antioxydantes comme les polyphénols qui s'opposent au stress oxydant dont nous venons de parler. Mais attention, hein, ne concluez pas que manger du chocolat noir en grande quantité vous permettrait de garder votre visage de 20 ans. Les études actuelles montrent un intérêt certes, mais quand même assez limité des flavonoïdes sur les rides. Et puis si vous mangez trop de chocolat, cela favorise l'acné. Alors il y a d'autres antioxydants qui s'opposent au stress oxydatif. Ce stress, il est issu des agressions multiples auxquelles est soumise votre peau, les rayons UVA, la pollution, le tabac ou une alimentation déséquilibrée. Alors, pour vous, j'ai préparé aujourd'hui une ordonnance antioxydant spéciale peau avec d'abord de la vitamine C que vous trouvez dans les fruits rouges. Oui, je sais, il vaut mieux les utiliser surgelés à cette époque, sinon ils viennent de très loin et c'est pas bon pour la planète. Du kiwi ou encore un peu dans les agrumes. Cette vitamine C, elle est aussi présente dans les choux et les brocolis et les herbes fraîches. Alors n'oubliez pas non plus qu'elle est très fragile et qu'elle s'oxyde et disparaît à l'air et à la lumière. Il faut donc utiliser vos aliments très rapidement. Il y a aussi la vitamine E, une vitamine qui est présente dans les huiles. Huile de germe de blé, huile d'olive, huile de colza, dans les oléagineux, c'est-à-dire les noix et les noisettes, mais aussi dans les légumes à feuilles vertes foncées, dans les avocats et dans les céréales entières, complètes. Et puis il y a les polyphénols, comme le resveratrol, un joli petit nom qui parle de l'antioxydant du raisin et de la framboise, et tout ce qui est caroténoïdes. Alors, les caroténoïdes, ce sont des antioxydants qui sont dérivés de la vitamine A. La vitamine A, vous avez entendu parler du rétinol par votre dermatologue qui a pu vous le donner en traitement médicamenteux. Mais ce rétinol, il est également présent dans le beurre, le lait entier, les jaunes d'œufs, les poissons gras. Et puis, il y a d'autres caroténoïdes. Il y a le bêta-carotène des carottes et des patates douces, le lycopène des tomates, la lutéine du maïs, des agrumes et des légumes, encore une fois, à feuilles vertes foncées, brocolis, choux et épinards. Eh bien, en conclusion, pour conserver au mieux la beauté de votre peau et limiter son vieillissement, l'alimentation, vous l'avez compris, a toute sa place. Alors, favorisez une alimentation faite maison et limitez fortement les produits transformés. Mangez des fruits et des légumes, rajoutez des herbes, ça donnera du goût. Consommez des graisses végétales comme les huiles de colza, d'olive, de noisette ou des petits poissons gras de début de chaîne. Pensez aux oléagineux avec une poignée d'amandes et de noix non salées par jour. Autorisez-vous, et je vous le conseille, un peu de chocolat noir. Buvez de l'eau bien sûr, mais aussi un peu de kéfir riche en probiotiques et du thé riche en antioxydants. Et en attendant notre prochaine chronique, mangez bien.